Quelque chose de choquant se passe en Chine. Les citoyens chinois appellent désormais ouvertement à renverser Xi Jinping. Il y a quelques jours, une doyenne d'université chinoise et son adjointe ont publié un manifeste signé. Dans ce manifeste, ils ont appelé les étudiants chinois à se soulever et à renverser le gouvernement de Xi Jinping, comme lors des manifestations de la place Tiananmen en 1989. Le manifeste avertit les étudiants que s'ils ne se lèvent pas aujourd'hui, ils deviendront une autre victime de l'histoire demain. Il appelle les étudiants à revendiquer la démocratie, la liberté et les droits humains. Le message ici est clair. Ils veulent que la Chine cesse d'être un pays de mensonges et de violence, mais devienne plutôt une démocratie avec l'état de droit et la justice. Ils veulent que la dictature de Xi Jinping prenne fin. Cette lettre est ensuite signée avec le nom et la photo de l'auteur. Agir ainsi en Chine, particulièrement aujourd'hui, requiert un courage inimaginable pour nous. Il y a quelques mois, un économiste a accusé le parti de mentir sur les chiffres du produit intérieur brut. Il n'a pas été revu depuis. Ces professeurs s'expriment ouvertement contre Xi Jinping, et il est impossible de surestimer que cela ne se produit pas dans un pays comme la Chine. La dernière fois que les étudiants chinois ont demandé la démocratie dans l'état de droit, le parti communiste chinois a sorti des chars et massacré ses propres citoyens. Des milliers d'étudiants ont perdu la vie dans leur lutte pour la liberté. Le parti a même effacé leur mémoire de l'histoire de la Chine. Selon le parti communiste chinois, rien ne s'est passé le 4 juin 1989. Xi Jinping dépense toujours des milliards pour réécrire l'histoire de cette nuit-là. Voici un compte pro-parti communiste chinois qui ment sur le fait que ce sont les Américains qui ont été tués à Tiananmen. Cette fausse histoire a obtenu 500 000 vues sur Twitter, promue par les bots du parti communiste chinois qui soutiennent le récit du parti. Lorsque nous avons essayé de couvrir la véritable histoire de ce qui s'est passé cette nuit-là, notre vidéo a été fortement dévalorisée par les bots du parti communiste chinois. À cause de cela, elle a obtenu moins de 50 000 vues. C'est pourquoi, s'il y a une vidéo où j'ai le plus besoin de votre aide, c'est celle-ci. Prenez une seconde pour liker et vous abonner. Cela nous aide vraiment à vaincre les bots du parti communiste chinois. Si vous pensez que davantage de personnes doivent connaître la vérité sur le parti communiste chinois, partagez ceci sur vos réseaux sociaux. Passons en revue comment le parti communiste chinois a tué la démocratie en Chine. La plupart d'entre vous connaissent probablement les événements du 4 juin 1989. Mais l'histoire de comment le parti communiste chinois en est arrivé là est une histoire qui se perd dans l'histoire. L'histoire que le parti communiste chinois veut que le monde oublie. Une histoire qu'ils ont déjà effacée de l'histoire chinoise. Pour vraiment comprendre comment nous en sommes arrivés au 4 juin 1989, nous devons en fait remonter à la mort de Mao. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec Mao, il était le fondateur du Parti communiste chinois, et aussi le premier président du parti. Nous pourrions en fait faire une vidéo sur sa vie, Thomas, mais aujourd'hui je vais me concentrer uniquement sur les parties qui sont importantes pour cette histoire. Mao était un grand vieux communiste. Il aimait vraiment le communisme, même si ses politiques ont tué des dizaines de millions de personnes. En fait, ses plans économiques étaient si mauvais qu'il a dû démissionner en tant que président du pays en 1959. Mais il a continué à causer des problèmes pour les personnes qui ont essayé de détourner le pays de ses politiques échouées. C'est ainsi qu'est née la révolution culturelle. Cela mérite une nouvelle vidéo dédiée. Mao a utilisé les étudiants du pays pour tuer et éradiquer de nombreux opposants, essentiellement des personnes qui ne voulaient pas embarquer pas de sa marque de communisme, son communisme autoritaire connu sous le nom de maoïsme. C'est important, car les étudiants joueront également un grand rôle plus tard. Donc, quand il est mort, les choses ont changé, et elles ont changé rapidement. Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir. Comparé à Mao, il était comme Adam Smith. Il voulait que la Chine s'ouvre, embrasse davantage le capitalisme et devienne un pays de droit. Il est allé à Singapour et a noté la rapidité d'amélioration du pays. Il était passé d'un pays du tiers-monde à un pays du premier monde en seulement quelques décennies. Le mieux de tout, il était ravi de voir que ce n'était pas un endroit capitaliste, aimant la liberté d'expression et la démocratie comme les États-Unis. C'était toujours un régime autoritaire, mais qui était riche et prospère. Deng souhaitait faire de même avec la Chine. Il a dit célèbrement « Peu importe si un chat est noir ou blanc, tant qu'il attrape des souris ». Cela signifie qu'il voulait que l'économie fonctionne, peu importe la manière, c'était son unique but. Il ne se préoccupait pas de s'assurer que les actions du gouvernement correspondaient à une définition prédéterminée du communisme ou du socialisme. Il était surtout préoccupé par l'efficacité de la chose.
Si ça marche ailleurs, tentons le coup ici aussi. Et si ça va en Chine, continuons-le. Si ça ne marche pas, jetez-le et prenons-en un autre. C'est ainsi que Sagapur a réussi, et c'est ainsi que Deng veut que la Chine réussisse. Deng ne voulait que des réformes économiques, pas politiques. Les gens n'étaient pas sur le point d'obtenir la liberté d'expression et la démocratie. Mais il y avait des gens dans le parti qui voulaient bien plus, c'est-à-dire qu'ils voulaient des réformes politiques, plus de transparence, et toutes ces conneries occidentales comme la démocratie. L'un de ces gens était le propre protégé de Deng, Hu Yaobang. Deng et Hu avaient été emprisonnés ensemble plusieurs fois avant et pendant la révolution culturelle de Mao. Ils se faisaient de confiance. Donc en 1981, Deng a fait de Hu le secrétaire général du parti. Deuxième poste le plus élevé du parti après le président Deng. Ils ont collaboré pour apporter les changements en Chine durant les années 1904-20. Ils voulaient, tous les deux, aussi mettre en place un système de changement générationnel dans le parti, afin que les dirigeants, au sommet, ne s'accrochent pas au pouvoir jusqu'à leur dernier souffle. Ils voulaient que les jeunes dirigeants participent au processus de prise de décision, et que les dirigeants plus âgés prennent leur retraite à un âge approprié. Mais la vitesse à laquelle ils le voulaient différait grandement, et c'est là que le problème a débuté. Deng pense que ce processus prendrait 10 à 15 ans pour être pleinement mis en œuvre. Il avait 82 ans. Il ne pensait pas vivre assez longtemps pour en voir la fin. Cela ne veut pas dire qu'il s'opposait au changement générationnel. Il se réjouissait de partir à la retraite au prochain congrès. Mais il savait que les autres n'embarqueraient pas aussi vite. Puis il y a la question de qui sera le prochain, et qui remplacera les postes laissés ouverts par les futurs dirigeants. Hu, en revanche, voulait avancer rapidement. Deng était d'accord pour prendre sa retraite bientôt, et initier le changement générationnel. En fait, il avait déjà choisi de jeunes leaders qui devraient faire partie du Parti communiste chinois. D'autres membres du parti qui n'étaient pas encore prêts à prendre leur retraite ont vu ce mouvement comme un peu opportuniste de la part de Hu. Il pensait qu'il voulait simplement augmenter le pouvoir de sa faction, une faction qui favorisait plus d'ouverture et de transparence, alors que d'autres personnes ne voulaient pas encore abandonner ce pouvoir. Hu ne réalisa pas que Deng n'était pas aussi confiant que lui dans le système de changement générationnel. Deng le voulait, mais d'autres personnes lui déconseillaient cette idée. Les choses peuvent avancer trop vite. L'une de ces personnes était Li Pang, qui avait également une relation étroite avec Deng, mais comme Hu, était assez opposé à ses points de vue. C'est le début du conflit qui commence au sein du Parti communiste chinois qui conduit finalement à ce qui s'est passé sur la place Tiananmen, mais je m'avance un peu. En parlant de rapidité, la vitesse à laquelle le régime de Deng changeait la politique économique, eh bien, des problèmes étaient inévitables. Auparavant, le Parti communiste chinois garantissait quasiment un emploi aux étudiants diplômés. Et maintenant, ils devaient y concourir pour des emplois à cause de ce nouveau système. De plus, la corruption était partout. Les emplois devaient être attribués au mérite, mais en pratique, c'était plus politique. Ton père est un officiel du parti, tu obtiens un emploi sans même interroger les étudiants. On avait l'impression qu'ils avaient obtenu toutes les difficultés du nouveau système, mais pas les avantages, donc il y a eu de grandes manifestations. En 1986, autour de nombreux grands campus en Chine, la taille des manifestations a choqué le gouvernement. Contrairement à la révolution culturelle, le gouvernement était déterminé à ne pas perdre le contrôle sur les groupes d'étudiants qui étaient proches des étudiants et des jeunes leaders, donc il n'a pas vraiment critiqué la protestation. Parmi ses responsabilités professionnelles, il devait arrêter toute opposition à la nouvelle politique du Parti communiste chinois, ce qu'il n'a pas fait non plus parce qu'il était en quelque sorte d'accord avec les étudiants. Ils aspiraient à davantage de liberté et une économie plus juste. Ils voulaient des réformes encore plus rapides. Et lui aussi. Deng n'aimait pas vraiment cela. Deng a demandé à prendre les choses en main et à renvoyer les deux leaders étudiants qui étaient à la tête des manifestations, tout en étant membre du Parti communiste chinois, unis totalement à avoir renvoyé les leaders étudiants, car ils croyaient toujours que les jeunes leaders devraient avoir plus de voix au sein du parti, et non moins. Hu a donc été forcé de quitter son poste de secrétaire général du parti. C'était un grand changement, car Hu était en ligne pour remplacer Deng en tant que leader du parti, et maintenant c'est Zhao Ziyang qui prend la place de Hu en tant que secrétaire général. Li Pang était maintenant le premier ministre du parti, troisième position la plus élevée du parti. Cependant,
Il restait dans le cercle intérieur, conservant son siège au comité permanent du Politburo. Une chose que Deng n'avait pas encore réalisée, c'est que Xiao était en fait plutôt d'accord avec Hu et les leaders étudiants. Il voulait que le parti se tourne davantage vers des politiques libérales, tandis que Li Peng était toujours un communiste pur et dur qui croyait en la manière de faire de Mao. Les luttes internes parmi les dirigeants vont bientôt s'aggraver, comme nous le verrons bientôt. En plus de forcer Hu à démissionner, le parti l'a également contraint à critiquer publiquement toutes les erreurs qu'il a commises, comme la promotion de la liberté et de la démocratie. C'était un mouvement pour l'humilier et affaiblir ses partisans. Hélas, le public, surtout les étudiants, a perçu cela tel que c'était. Au lieu de nuire à la réputation de Hu, cela a renforcé la loyauté de ses partisans. Hu est devenu un exemple d'un homme qui a refusé de compromettre ses convictions face à la résistance politique, et qui en a payé le prix en conséquence. Malgré sa position maintenue au Politburo, c'était surtout symbolique. Il n'avait plus de réel pouvoir après cela. Le rythme des réformes l'a encore ralenti, surtout les réformes politiques. Deng et les autres membres du parti sont devenus encore plus prudents, à ne pas donner de pouvoir à quiconque ressemblant même de loin à Hu. 2 ans plus tard, le 15 avril 1989, Hu a commencé à se sentir étourdi lors d'une réunion officielle. Pour s'excuser 1 minute, et alors qu'il s'éloignait, il s'est effondré au sol avec une crise cardiaque fatale. L'un des leaders les plus puissants et populaires il y a quelques années venait de mourir. Les étudiants comme les travailleurs avaient l'impression d'avoir perdu leur espoir de liberté, leur espoir de démocratie. Alors ils sont descendus dans la rue pour pleurer la mort de Hu. Alors que l'obscurité de la nuit s'installait, le deuil s'est transformé en protestation. Les étudiants ont crié des slogans pour la liberté, la démocratie et l'état de droit. Dans plusieurs universités, les étudiants ont lancé des pétitions pour que le parti organise des funérailles d'État de haut niveau pour Yao Bang. Le lendemain, la nouvelle s'était propagée dans toute la Chine. Les gens commençaient à se rassembler au monument des héros du peuple sur la place Tiananmen pour pleurer le décès. Une petite foule d'100 à 200 personnes était encore présente sur la place. De nombreux journaux d'État ont publié des photos et des reportages de ce rassemblement, ce qui semblait maintenant normal. Des gens en colère et en deuil. Le Parti communiste chinois n'a pas apprécié ce reportage. Il pensait que le journal couvrant l'histoire allait simplement pousser plus de gens à aller sur la place et à pleurer. Li Peng, le premier ministre chinois de l'époque, a écrit que cela entraînerait le chaos dans l'ordre social. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Que ce soit les journaux ou le Parti communiste chinois mécontent des journaux, le lendemain, 600 personnes ont défilé vers la place. Le Parti communiste chinois a vu le soutien grandissant, et le comité des funérailles a décidé d'annoncer les funérailles de niveau le plus élevé pour Yao Bang, où 4000 personnes seraient autorisées à la cérémonie de visionnement, et 100 000 personnes à la cérémonie commémorative le lendemain. Après l'annonce, le Premier ministre Le Pong intervient et dit non au rassemblement de 100 000 personnes. Laisser les masses rendre hommage au reste de Yao Bang causera inévitablement un chaos encore plus grand dans la société. Il était évident que c'était trop pour les étudiants. Le parti ne les laisse même pas pleurer la mort de leur leader bien-aimé, qui était également un membre de haut rang du parti. En réponse, les universités du pays ont commencé à afficher des posters invitant le public à se rendre sur la place Tiananmen pour rendre hommage. Les affiches comprenaient également des suggestions, comme l'abolition de la politique autocratique, l'établissement d'un nouvel ordre politique démocratique, et il devrait y avoir une révision des principales erreurs commises pendant les 10 années de réforme, avec la démission de ceux qui en sont responsables. En gros, le message était d'aller sur la place Tiananmen, et nous changerons la Chine. Et les gens ont réellement commencé à y aller. Des milliers d'étudiants de nombreuses universités différentes ont marché toute la nuit jusqu'à la place, puis se sont rendus à l'entrée de la grande salle de Chine et ont exigé de rencontrer le Premier ministre Li. Ils avaient 7 demandes pour lui, la principale étant affirmer que les vues de Hu Yaobang sur la démocratie et la liberté sont correctes. Quelqu'un a apporté ces demandes à Li Peng, et Li les a apportées à Xiao Xiang. Ici, nous voyons déjà 2 factions se former sur la manière de répondre à la foule qui semble croître de manière exponentielle sur la place Tiananmen. Li est un communiste de la vieille école.
Il veut arrêter le deuil avant que les choses ne dégénèrent, tandis que Xiao veut laisser les gens faire tant qu'il n'y a pas de casse ou de pillage. Comme nous l'apprendrons bientôt, Xiao est en réalité bien plus proche de l'école de pensée de Yao Bang. Il veut que ses étudiants aient de la liberté et des choses du genre, tandis que Li veut contrôler chaque petit détail et écraser tout signe de rébellion dès qu'il se produit. Au final, les étudiants sont livrés à eux-mêmes, pendant que la police suit l'ordre de Li de rester vigilante. Il leur ordonne d'écraser tout ce qui est problématique dès qu'ils le détectent, et avant que les choses ne dégénèrent. Le lendemain, la foule avait atteint 10 000 personnes sur la place. En seulement 4 jours, il est passé de 100 à 10 000, et cela continuera simplement à augmenter. Désormais, un compteur affichera ici à l'écran le nombre approximatif de manifestants avec la date. Le jour suivant, quelque chose d'assez incitant s'est produit. Certains policiers patrouillant autour de la place ont trouvé 3 étudiants seuls, et ils ont commencé à les maltraiter. En réponse, les étudiants ont scandé des slogans comme vouloir renverser la dictature et affirmer que la liberté n'est pas un crime. Cela a conduit les flics à vraiment battre les étudiants si violemment qu'un d'entre eux est tombé inconscient. Cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et a ravivé l'élan que la protestation perdait. Beaucoup plus d'universités ont décidé de participer à la protestation et de marcher vers la place. Les leaders étudiants ont également dit que si le Parti communiste chinois ne répond pas rapidement à cette demande, ils commenceront à appeler les travailleurs, les agriculteurs, les intellectuels et d'autres personnes de tous horizons pour soutenir les manifestations. Au coucher du soleil du 21 avril, plus de 50 000 personnes étaient sur la place Tiananmen. Pire encore, la commémoration de Yao Bang était prévue le lendemain matin, et la police a reçu l'ordre de dégager les rues pour les véhicules attendus. Les plus hauts dirigeants du pays, comme Deng Xiaoping, Xiao et Li Peng, sont attendus. Cela semblait être une tâche impossible. À minuit, le nombre avait augmenté à 400 000 personnes, car des étudiants de toutes les universités étaient revenus pour une cérémonie commémorative. C'était la première grande manifestation non officielle qui avait eu lieu en Chine depuis la création du Parti communiste chinois en 1949. Le commissaire militaire a en fait dû sortir et négocier avec les leaders étudiants pour dégager le passage pour les inviter à la commémoration, car la force n'allait pas fonctionner contre près d'un demi-million de personnes. Heureusement, un accord a été conclu permettant aux étudiants de faire leur deuil en paix, en échange du maintien de l'ordre. Le 22, au matin, la commémoration s'est déroulée comme prévu. La foule était trop grande pour que tous puissent entrer sur la place. La file s'étendait sur 10 miles, soit 16 km, depuis les portes, alors que tout le monde arrivait pour rendre hommage. La forte participation a surpris et effrayé les dirigeants du parti, tous présents. Après la commémoration, la colère s'est propagée parmi les étudiants. Les dirigeants étudiants se sont rendus à l'entrée de la grande salle et se sont agenouillés sur les marches avec des revendications dans leurs mains. Mais aucun dirigeant n'est sorti pour rencontrer les étudiants, ce qui a rendu les étudiants encore plus en colère, et la foule a commencé à rugir. Il y a eu une vague d'émeutes sur la place. Alors que les étudiants des universités supérieures quittaient la place pour rentrer chez eux, ils ont décidé d'organiser une grève indéfinie des cours. Le mouvement prend de l'ampleur, car les enseignants et les travailleurs rejoindront les grèves si le Parti communiste chinois n'écoute pas leurs revendications. Le lendemain des funérailles, Cao Ziyang se rend en Corée du Nord. C'est le gars cool, le deuxième après Deng. En son absence, Li Peng prend le contrôle. Li a décidé que le deuil s'était transformé en tumulte. Il croyait qu'il y avait quelque chose derrière tout cela, tirant les ficelles et incitant au trouble, et que le mouvement était une lutte politique organisée et planifiée pour renverser le Parti communiste. Ils ont donc créé le groupe de répression du tumulte du comité central. La première chose que fait le comité, c'est de rencontrer Deng Xiaoping et de le faire accepter qu'ils doivent écraser ce mouvement. N'oubliez pas, Xiao Qiang est toujours en Corée du Nord et joue un rôle clé d'équilibre dans toute cette situation. Après cette réunion, Deng a donc voulu mobiliser le peuple de tout le pays et l'ensemble du parti pour se lever et prendre une position claire contre le tumulte et essayer d'éviter autant que possible les effusions de sang. Mais il est impossible d'éviter entièrement cette possibilité. Nous sommes encore très loin du 4 juin, mais le leader de facto vient de dire à ses commandants qu'un bain de sang est susceptible de se produire. Juste, vous savez, minimisez-le autant que possible. Li a pris ces mots et a décidé de publier un éditorial dans le journal d'État le lendemain, intitulé «
nous devons prendre une position claire contre le tumulte. L'éditorial a classé les événements du matin pour Hu Yaobang et les protestations des étudiants et des membres du grand public qui venaient de se dérouler au cours des derniers jours comme des incidents graves de coups, de destruction, de pillage et d'incendie, et comme des troubles incités par un très petit nombre de personnes avec des arrière-pensées. En disant essentiellement que toute personne contre le parti est un danger pour la société et doit être purgée. Cela a accru la pression sur les étudiants manifestants, désormais qualifiés de traîtres pour avoir tenté d'améliorer le pays et de lutter contre la corruption. Ils essaient de suivre les traces de Hu Yaobang, et le parti dit qu'ils doivent être purgés. Cet éditorial du 26 avril a transformé le deuil et la colère en une véritable protestation. Les leaders étudiants ont appelé publiquement à descendre dans la rue pour condamner l'éditorial. En retour, le parti a annoncé que la commémoration de Hu Yaobang était terminée et que toute autre manifestation à venir serait illégale. De nombreux étudiants ont décidé de marcher le 27 avril quand même, sachant très bien que cela pourrait être leur dernière marche. La plupart des manifestants avaient rédigé leur testament et une note de décès avant de quitter leur dortoir pour défiler. Beaucoup contenaient des mots à l'effet de « Je pars demain et je suis prêt à ne pas revenir ». J'espère que les générations futures comprendront notre sacrifice. La manifestation du 27 avril avait tellement de personnes qu'elle est maintenant devenue la plus grande depuis la fondation du Parti communiste chinois. Des manifestations se déroulaient dans tout le pays, mais de loin les plus grandes ont eu lieu à Pékin. Les étudiants universitaires ont marché vers la place Tiananmen, encouragés par la foule le long des routes. Environ 200 000 étudiants ont rejoint la marche vers la place, et plus d'1 million de personnes se sont alignées pour les encourager. Et même avec un tel nombre, il n'y avait toujours pas de conflit. L'armée a été appelée pour arrêter les manifestants, mais les étudiants ont commencé à scander des slogans comme « L'armée du peuple aime son peuple ». En fin de compte, l'armée n'avait ni les effectifs ni probablement la volonté d'arrêter les manifestations. Maintenant, la presse étrangère couvre les manifestations, et c'est à ce point que les choses deviennent importantes. Il y avait tellement de pression sur le parti qu'il a dû laisser les médias d'État rapporter sur la manifestation parce que le public était en colère contre la suppression des nouvelles qui se produisaient au cours des derniers jours. Cela a contraint le Premier ministre Li à ordonner aux fonctionnaires d'entamer un dialogue avec les étudiants. Cette tentative de dialogue n'était en réalité que pour la forme. Le parti a refusé de parler avec les véritables leaders étudiants, prétendant simplement écouter ceux qui avaient leurs revendications écrites à la main par les fonctionnaires du parti. Ainsi, les véritables leaders de la manifestation ont décidé de qualifier cette tentative de dialogue de coup de bluff et l'ont porté à l'attention des médias, appelant Li à les rencontrer dans un débat télévisé. Les choses devenaient tellement incontrôlables qu'au 30e avril, Chao a dû mettre fin à son voyage et revenir de Corée du Nord. Lors de la prochaine réunion du Politburo, Chao a préconisé qu'il devrait continuer à se concentrer sur la persuasion, mener un dialogue multiniveau, multicanaux, multiforme, et persuader résolument les étudiants de reprendre les cours le plus tôt possible. Il a également mentionné que le Parti communiste doit s'adapter à la nouvelle ère et aux nouvelles situations et apprendre à résoudre de nouveaux problèmes par le biais de la démocratie et de l'état de droit. Li Peng et ses alliés soutiennent que la stabilité sociale doit être rétablie avant que toute réforme puisse être envisagée. Li Peng croyait aussi avoir le soutien de Deng après leur rencontre pendant le voyage de Zhao en Corée du Nord. Le 4 mai, les étudiants ont tenté une dernière grande démonstration pour obtenir le dialogue du parti, mais rien ne s'est vraiment passé. Zhao a publiquement reconnu son soutien aux revendications des étudiants dans un discours aux banquiers. Il les a appelés patriotes et a directement contredit l'éditorial d'avril de Li Peng. Cela a exacerbé les luttes internes du parti. Mais après la marche du 4 mai, le mouvement a commencé à s'éteindre. 80% des étudiants à travers le pays étaient retournés en classe, et seuls quelques dévoués de Pékin continuaient les grèves de classe et les manifestations. Mais les tensions persistèrent toujours au sein du parti, et la patience n'était plus une option pour les dirigeants du parti. Vous voyez, le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev venait pour un sommet le 15 mai, la première visite d'un dirigeant russe en 30 ans. Les soviétiques en Chine ont eu une rupture à la fin des années 50, et c'était la première tentative de réparation de ces relations.
Deng ne voulait pas être embarrassé par les manifestations étudiantes sur la place Tiananmen, car c'est là que devait se tenir la cérémonie d'accueil de Gorbatchev. Il a donc ordonné à Xiao de faire évacuer tous les manifestants de la place. Xiao a tenté de négocier avec les étudiants de manière douce. Il pensait qu'il pourrait faire appel à l'émotion des étudiants, et qu'ils écouteraient, car il a montré son soutien à leur mouvement avec sincérité dans le passé. Les étudiants ont refusé de partir. La visite de Gorbatchev signifiait une plus grande liberté de presse en Chine, avec la présence de journalistes étrangers. Pour profiter de la situation et mettre plus de pression sur le gouvernement, environ 1000 étudiants ont annoncé une grève de la faim sur la place Tiananmen le 13 mai, 2 jours avant l'arrivée de Gorbatchev. À présent, la principale demande des étudiants était simple: rétracter l'éditorial du 26 avril et requalifier le mouvement de patriotique et démocratique. Ils ont précisé ne pas vouloir renverser le gouvernement, mais souhaitent une mise en œuvre plus rapide des réformes de Yao Bang. Les nouvelles de la grève de la faim ont revigoré le mouvement. Des gens de tout le pays ont commencé à venir, et des marches ont été organisées dans de nombreuses provinces. Vous voyez, en Chine, la faim et la nourriture sont une sorte de sujet sensible et émotionnel pour de nombreux citoyens. La Chine a connu certaines des pires famines de l'histoire humaine. En réalité, de nombreux citoyens avaient perdu des proches à cause de cela de leur vivant. L'annonce d'une grève de la faim par les étudiants a profondément ému de nombreux citoyens. Ils ont commencé à écouter davantage les revendications étudiantes, d'autant plus que la presse avait désormais une certaine liberté pour en faire un suivi quotidien. En raison des manifestations croissantes, la cérémonie d'accueil de Gorbatchev a été déplacée à l'aéroport, mais le sommet s'est tenu à la grande salle, près des étudiants en grève de la faim. Lors de la rencontre avec Gorbatchev, Zhao lui réaffirme que Deng Xiaoping est le leader de la Chine et du Parti communiste chinois, même s'il n'a pas de position officielle au sommet. C'est parce que quelques années auparavant, Deng avait éliminé le poste de président parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un comme Mao prenne le contrôle du parti et devienne plus grand que le parti. Après l'élimination du poste de président, le secrétaire général était le plus haut poste du Parti communiste chinois occupé par Xiao, mais Deng restait le leader principal en réalité. C'est donc ce que Xiao clarifiait à Gorbatchev. Mais Deng a interprété cela comme si Xiao rejetait la faute des manifestants dehors sur Deng, disant qu'il est le leader. Le fossé entre Deng et Xiao s'agrandit, et nous devons nous souvenir que Xiao, tout comme Yao Bang, est dans le camp de plus de liberté pour les citoyens, d'une réforme plus rapide. Surtout, n'utilisons pas la force contre les étudiants manifestant pour des revendications relativement raisonnables. Zhou est le leader du camp qui essaie d'équilibrer Li Peng et les anciens dirigeants qui veulent écraser les manifestants étudiants. Au cours des prochains jours, à mesure que le sommet progressait, le soutien aux étudiants n'a fait que croître, et le mouvement avait maintenant retrouvé tout son élan perdu. Ainsi, même après le départ de Gorbatchev, de nombreux journalistes étrangers sont restés à Pékin pour continuer à couvrir les manifestations étudiantes. C'est en grande partie pourquoi nous avons les images du massacre. Comme nous le verrons bientôt, le Parti communiste chinois a tout fait en son pouvoir pour s'assurer que personne ne voit ce qui s'est passé cette nuit-là. Le 17 mai, les hauts dirigeants du Parti communiste chinois se réunissent chez Deng. Xiao suggère de retirer l'éditorial, estimant que c'est la seule demande et que ce n'est pas si important. Mais maintenant, Deng se bat contre Xiao, pas seulement Li Peng. Deng dit que Xiao a fait une erreur, soutenant publiquement les étudiants et leur disant que leurs demandes sont raisonnables. La division révélée au sein du Parti communiste chinois renforce le pouvoir de ceux qui en ont connaissance. Alors Deng décide qu'il n'y a pas d'autre option que de déclarer la loi martiale et d'envoyer l'armée. Lors de cette réunion, Yao réalisa qu'il avait perdu toute influence sur Deng et tout pouvoir au sein du parti. Malgré tout, il ne pouvait se résoudre à être secrétaire général d'un parti prêt à utiliser l'armée contre ses étudiants. Il a donc écrit une lettre de démission, avec l'intention de la remettre. Il était sur le point de la soumettre quand quelqu'un de proche l'a convaincu de ne pas le faire, car cela ne ferait qu'aggraver la situation et risquerait d'empirer les choses pour les étudiants et sa famille. Alors, au lieu de démissionner, il prend un congé d'absence du parti lors d'une réunion. Il dit à son collègue avant de partir que sa mission de vie se termine ici. Ensuite, il va voir les étudiants une dernière fois et leur parle avec un mégaphone.
Il les exhorte à mettre fin à la grève de la faim et à poursuivre leur mouvement d'une autre manière. Car beaucoup d'étudiants en grève deviennent maintenant extrêmement faibles. Beaucoup ont pu dire à la façon dont il parlait qu'il en avait fini. C'était son adieu aux étudiants, et sa dernière apparition publique, comme il s'est avéré. Et les étudiants l'ont ressenti aussi, car beaucoup ont commencé à pleurer pendant qu'il parlait. À la fin de son discours, Xiao s'est incliné devant les étudiants sur la place pour montrer son respect une dernière fois, et s'est éloigné de la place car il savait qu'il ne pourrait pas faire face à ce qui allait se passer. De toute évidence, cela a trouvé un écho chez les étudiants, et a irrité les dirigeants restants du Parti communiste chinois. Le lendemain, Li a annoncé la loi martiale à la télévision d'État, et 250 000 soldats étaient prêts à marcher sur Pékin. Les dirigeants étudiants ont appris le plan de déclaration de la loi martiale, et ils ont annulé leur grève de la faim. Au lieu de cela, ils ont organisé un sit-in de masse sur la place Tiananmen, qui a attiré environ 1 200 000 partisans, y compris des membres de la police, et de l'armée, et des travailleurs industriels. Le mouvement avait recueilli tellement de soutien que plus d'1 million d'étudiants et de travailleurs se tenaient aux principaux points d'entrée de la ville, formant un mur humain pour empêcher l'armée d'entrer. Plus d'1 million de personnes. De plus, des membres de l'armée de libération du peuple, se joignaient aux manifestants, et de nombreux généraux, retraités de l'armée de libération du peuple, ont écrit au Parti communiste chinois pour s'opposer à la loi martiale. Il y a eu une impasse entre l'armée et les manifestants bloquant l'entrée, et cela a duré 4 longs jours. De nombreux soldats venèrent de Pékin et des villes voisines, ayant donc des proches présents à la manifestation, certains se tenant même devant eux. C'était clairement un moment émotionnel, donc les soldats eux-mêmes ne pouvaient pas se résoudre à utiliser la force sur des personnes qu'ils connaissaient, et des personnes qui leur faisaient des appels émotionnels. Parfois, les manifestants fournissaient quand même de la nourriture et de l'eau aux soldats, et partageaient en donnant un repas avec eux. Ainsi, l'armée n'a pas pu percer, et a dû se retirer, et établir des bases à l'extérieur de la ville. Les manifestants ont perçu cela comme un tournant, croyant que l'armée les soutenait. Le public était de leur côté. Tout ce qu'ils avaient à faire était de faire comprendre cela aux responsables du parti, et tout se mettrait en place. Mais en réalité, l'armée ne s'est pas retirée pour abandonner. Ils se sont retirés pour se regrouper. Le Parti communiste chinois a décidé de mobiliser des troupes supplémentaires pour une ultime offensive. Des soldats de différentes régions de Chine, donc il n'y aurait plus ces problèmes émotionnels. L'armée prévoyait d'intervenir, et cette fois, ils ne laisseraient pas les barrages humains les arrêter. Cette nuit n'était qu'un calme avant l'une des tempêtes les plus meurtrières. Entre-temps, Pékin était la ville la plus libre de Chine. Aucune présence policière, la presse était totalement libre. L'atmosphère était jubilatoire sur la place Tiananmen. Mais au siège du gouvernement, Deng Xiaoping prépare une nouvelle offensive pour mettre fin à la protestation. Le 2 juin, les troupes avaient recommencé à se déplacer secrètement dans la ville en vêtements civils pour éviter la tension. Des dizaines de milliers de soldats ont en réalité traversé la ville en tenue civile et sont entrés dans la grande salle par une entrée latérale. Ensuite, des bus locaux ont transporté les armes et l'équipement des soldats dans la grande salle. Vers la fin de la nuit, environ 25 000 soldats étaient entrés dans la grande salle. Cette fois, le plan était de serrer les manifestants des deux côtés. L'armée de libération du peuple avancerait depuis l'extérieur de la ville, tandis que les soldats dans la grande salle avanceraient depuis l'intérieur de la ville. Certains manifestants avaient déjà commencé à remarquer les soldats de l'armée de libération du peuple en civil, et des combats avaient éclaté à plusieurs endroits dans la ville. Des bus transportant des armes et fournitures ont été interceptés par les manifestants, accentuant la colère des étudiants. Les affrontements se multipliaient dans toute la ville alors que la police et les soldats tentèrent de se mettre en position. Cette nouvelle est parvenue rapidement au sommet, et Deng Xiaoping a ordonné à son général d'agir. Il a donné à ses troupes l'autorisation d'utiliser toutes les méthodes possibles pour dégager la place. C'était l'autorisation ultime de tuer de la part du chef du parti. Le lendemain, les plans pour marcher dans la ville ont été mis en mouvement. Le gouvernement a émis une annonce d'urgence exhortant les citoyens à rester hors des rues et à s'éloigner de la place Tiananmen. Une fois le mot répandu que des centaines de milliers de soldats prévoient d'entrer à nouveau dans la ville, les citoyens ont envahi les rues dans l'espoir de monter la même défense qu'une semaine auparavant. À 8 heures du soir, le 3 juin 1989,
l'assaut avait commencé. L'armée a défilé sur l'avenue Chang'an, avec pour objectif d'atteindre la place Tiananmen, coûte que coûte. Quand les troupes ont rencontré les barrages des manifestants, elles ont tiré des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène en réponse aux jets de pierres et de bouteilles. Les manifestants n'étant pas effrayés, des coups de semonce ont été tirés en l'air. Après 10 minutes d'avertissement, les manifestants semblaient immobiles. Alors à 10h10, les soldats ont reçu l'ordre d'abaisser les armes dans la foule et de commencer à tirer. Les troupes ont commencé à tirer à vue indistinctement, et les chars ont commencé à foncer à travers les barricades et les gens, sans se soucier de la vie de quiconque. La foule était stupéfaite. Ils ne pouvaient en pas croire que leur armée utilisait des munitions réelles sur ses propres citoyens. Alors que les troupes s'enfonçaient davantage dans la ville, les tirs devenaient encore plus indiscriminés, tuant manifestants et passants indifféremment. Certains soldats ont même commencé à tirer sur des personnes qui regardaient simplement depuis les balcons de leur appartement. Vers 1h30 du matin, les troupes ont atteint la place Tiananmen depuis l'ouest. Bientôt, des troupes d'autres directions sont également arrivées. À 2h du matin, les étudiants qui avaient survécu ont décidé de quitter la place de n'importe quelle manière possible. Dans l'heure qui a suivi, les leaders étudiants ont accepté les exigences du Parti communiste chinois de partir afin d'assurer la sécurité de tous. À 5h23 du matin, une unité chinoise a écrasé la statue de la déesse de la démocratie, enlevant d'abord sa torche coupée en souvenir. Le lendemain matin, de nombreux civils ont essayé de rentrer sur la place, mais elle était bloquée par l'infanterie. Beaucoup d'entre eux étaient les parents des manifestants présents sur la place la nuit précédente. Beaucoup n'avaient toujours aucune idée de ce qui était arrivé à leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs. Tout le monde paniquait, car ils pouvaient voir des bains de sang et des corps sur le bord des routes. C'est de là que vient la fameuse scène de l'homme au char. Ici, le gars arrête un char, puis grimpe dessus et parle au conducteur, probablement pour se renseigner sur des membres de sa famille perdus qu'il recherchait. Il a été rapidement retiré de la rue et n'a plus jamais été vu. La façon dont nous avons la plupart de ces informations est grâce aux journalistes chinois et étrangers qui ont risqué leur vie pour rapporter ce massacre. Beaucoup ont dû cacher le film dans des choses comme des théières pour le faire sortir de Chine parce que les troupes supprimaient et détruisaient tout ce qu'elles pouvaient attraper. Le nombre de morts fait toujours débat à ce jour, où le Parti communiste chinois prétend que seules 200 personnes sont mortes, toutes étant des agents américains, tentant de renverser le gouvernement, tandis que certaines agences étrangères indépendantes affirment que le nombre était aussi élevé que 20 000 personnes. Pour tant de familles, c'était un jour qu'elles n'oublieront jamais. Mais pour le Parti communiste chinois, c'est un jour où rien ne s'est passé. 4 juin 1989. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Parce que YouTube manque de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil avec moins de 1000 vues, comme celle-ci. Bien que cela ne signifie pas que tout le monde devrait commencer une chaîne. Si vous avez déjà envisagé de créer une chaîne YouTube, en particulier une chaîne sans visage comme celle-ci, c'est le moment idéal pour vous lancer. YouTube paie des millions chaque jour aux créateurs, et il favorise maintenant plus que jamais les nouvelles chaînes plus petites. Mais je suis certain que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur la façon de lancer et de développer une chaîne. Nous recevons tout le temps des questions dans notre courrier électronique de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul camp d'entraînement, pour le prix très bas de totalement gratuit.